Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Maud Sarda, la cofondatrice, directrice de label Emmaüs. On fera le bilan 6 ans après sa création, alors que l'association Emmaüs doit faire face au développement de la seconde main. Sacré défi. Pour le débat, elle sera rejointe par Adrien Montagu, le cofondateur de Comaon, autre coopérative d'intérêt collectif. Ensemble, ils créent les licornes avec 2 O et lancent un appel aux citoyens, une levée de parts sociales pour développer ce modèle d'entreprise. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Urbine et sa solution de gestion des déchets en entreprise. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Maud Sarda. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes donc la directrice de label Emmaüs. Vous l'avez créé en 2016 avec Thomas Marcotte. C'est quoi label Emmaüs? C'est une coopérative? C'est une place de marché solidaire? Comment vous le définissez? Alors moi, souvent, je dis que c'est le prolongement d'Emmaüs en ligne. Oui. Donc c'est une marketplace, effectivement, qui est un peu le prolongement des bric-à-brac qu'on connaît bien. Où on va trouver 1 700 000 produits dans tous les univers d'un Emmaüs physique, mais en ligne. C'est aussi le prolongement des points de dépôt Emmaüs, puisqu'on a un site qui s'appelle Tréma sur lequel les gens peuvent aussi donner des produits en ligne pour la solidarité. Oui, on y reviendra. Et puis effectivement, c'est une coopérative en statut juridique qui englobe tout ça, avec une gouvernance bien particulière. Ouais. Société coopérative d'intérêt collectif, ça marche. On va y revenir tout à l'heure, mais ça marche comment? C'est quoi les grands principes d'une coopérative? Oui. Alors les grands principes, c'est déjà un fonctionnement très démocratique, puisque c'est une personne égale une voix, quel que soit l'argent qu'on va mettre au capital. Ouais. Je mets 100 €, je mets 1 million, ma voix compte la même que la personne d'à côté. Ensuite, pour un fondateur, une fondatrice en l'occurrence, ça veut dire que quand je partirai de cette entreprise, je partirai comme n'importe quel salarié. Il n'y a pas de valorisation du capital que j'aurais pu créer, de la valeur que j'aurais pu créer. Tout est réinvesti dans l'outil de travail. Ouais. Tous les bénéfices, 100%, sont réinvestis dans l'outil de travail. Ouais. Donc on est bien localisé, on ne risque pas de se délocaliser. Et donc avec cette notion d'intérêt collectif, ça c'est important aussi. Donc but non lucratif, mais équilibre financier possible, ou alors c'est compliqué à atteindre quand même? Alors, c'est compliqué parce qu'on est dans un champ très concurrentiel qui est le e-commerce. Oui. Pas forcément compliqué parce qu'on est une coopérative. D'accord. Donc oui, on est une entreprise avec une recherche de rentabilité parce qu'on a fait de l'endettement aussi et qu'il faut bien rembourser cet endettement. Et puis, on veut créer le plus d'emplois possible. Et pour ça, il faut développer un chiffre d'affaires comme n'importe quelle entreprise. Donc, c'est pas du tout antinomique. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est de lever des fonds. Lever des fonds en coopérative, on n'a pas d'action à proposer, il n'y a pas de valorisation du capital. Et ça, les business angels, ils n'aiment pas trop. Ouais. Ils aiment bien avoir des dividendes et ils aiment bien aussi avoir un pouvoir en fonction de ce qu'ils vont mettre au capital d'une entreprise. Nous, on propose un schéma qui est diamétralement opposé, les parts sociales. Et on y viendra tout à l'heure, c'est ce qu'on va évoquer avec Adrien Montagu dans la seconde partie de cette émission. Je voudrais revenir sur les étapes franchies par Label Emmaüs en bientôt 6 ans, avec peut-être d'abord la formation. Label École, c'était quoi l'idée? Former au métier du e-commerce, c'est ça? En fait, quand on s'est lancé, beaucoup de personnes nous ont dit que les compagnies Emmaüs seraient incapables de faire du e-commerce. On n'en avait jamais fait dans ce mouvement. Et comme quoi, ils se sont trompés, puisque nos clients nous notent très très bien. On a un score qui est assez même incroyable. On est 9,2 sur 10 de clients qui nous recommandent à leur entourage. C'est très atypique dans la consommation en général. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille. Ça nous a fait dire qu'il y avait quelque chose à faire aussi en termes d'insertion professionnelle pour ces personnes. Si les clients ne s'y trompent pas, c'est qu'il y a un champ possible, un sas possible d'insertion pour des gens très éloignés de l'emploi, y compris dans le e-commerce, y compris dans le numérique. Donc pour aller plus loin, on a créé une école. Donc c'est quoi cette formation? C'est une formation qui dure combien de temps? Alors c'est une formation qui est certifiante désormais, un vrai diplôme reconnu. Elle dure 5 mois et c'est un diplôme qui s'appelle Designer Web.
C'est un équivalent Bac+3, donc c'est pas rien parce que la plupart des gens qui viennent dans notre école n'ont pas le bac ou juste le bac. Donc c'est une belle revanche sur le décrochage scolaire qu'ils ont pu connaître. Combien de personnes accompagnées dans la belle école depuis que vous l'avez créée? Alors la belle école, c'est environ 150 personnes, mais en revanche, la marketplace a touché beaucoup plus de personnes en 6 ans, puisque sur cette marketplace, il n'y a que des vendeurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent alimenter le catalogue. Et dans ces vendeurs, ce sont des personnes en insertion qui font tout le travail de mise en ligne des produits, de préparation des commandes. Donc on estime avoir formé au moins 1000 personnes depuis 6 ans au métier de la vente en ligne. Est-ce qu'il y a une offre, je crois, dédiée aux professionnels aussi? Ça consiste en quoi? Oui, on fait de la location de mobilier vintage pour des salons, des séminaires d'entreprise. Voilà. Après, on vend aussi beaucoup de livres et pas mal de professionnels décorent des espaces où font des petites librairies solidaires à l'intérieur d'un siège social, dans un endroit de restauration rapide, etc. Donc on vend aussi des petites librairies solidaires en plus de la location. Alors vous l'avez évoqué, il y a Tréma aussi. Vous l'avez créé quand, Tréma? Et alors, il y a 1 an. Il y a 1 an, donc c'est tout récent. Oui. On en avait parlé ici même. C'est quoi? C'est une sorte de vintage solidaire? Comment on peut le définir? Exactement ça. C'est ça. Label Emmaüs, c'est un Amazon solidaire et Tréma, c'est un vintage solidaire. Donc plutôt que de vendre, je vais donner. Je vais mettre en ligne un produit, quel qu'il soit, aussi facilement que je pourrais le mettre en ligne sur Le Bon Coin ou sur Vinted. La création d'annonce est la même. Simplement, ce produit va être mis en vente sur Label Emmaüs et j'abandonne le produit de la vente à la solidarité et je vais choisir moi-même le projet. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, donc ce sont des projets Emmaüs ou pas forcément? C'est plein d'autres associations. Il y a pas mal de projets Emmaüs. Bien sûr. Mais de toute façon, Label Emmaüs est ouvert à toute l'économie sociale et solidaire. Dans nos 170 vendeurs, on a 60 Emmaüs et tout le reste, c'est des ressourceries, des structures de la Croix-Rouge, en vie. Donc voilà, notre projet, de toute façon, c'est un projet de mutualisation et on peut soutenir tout type d'association qui a un projet de transition numérique au service de la solidarité. Ouais. Alors, je le disais en titre, la seconde main, elle se développe. On a cité Vinted ou le Bon Coin. C'est la croissance de ce secteur. Ça a quelles conséquences au-delà pour Emmaüs en général, pour l'association? Je pense qu'il faut le dire clairement, on est en danger. Un mouvement comme Emmaüs est en danger aujourd'hui, mais comme tout mouvement solidaire, historique dans le réemploi, tout le monde s'y met. Vinted aujourd'hui, c'est démentiel, c'est 18 millions d'abonnés en France. Ça a explosé avec la crise sanitaire, donc effectivement, désormais, il y a un espèce de réflexe, je vends. Voilà, je ne pense même plus à donner. Heureusement qu'il y a encore des générations qui connaissent l'abbé Pierre, qu'Emmaüs c'est quand même une référence, évidemment, avec ses 450 points de vente et de dépôt partout en France. Mais clairement, on a une baisse dans la quantité et dans la qualité surtout de ce qui nous est donné. J'essaie d'abord de vendre. Et si j'y arrive pas, je donne à Emmaüs. Sauf que nous, c'est parce qu'on vend ce qu'on nous donne qu'on arrive à accueillir des milliers de personnes chaque année en situation de grande exclusion. Donc moi, j'ai envie de dire à Vinted, pas de problème, prenez notre gisement, mais dans ce cas-là, vous embauchez les personnes qu'on accueille depuis 70 ans. Même les plus grandes marques se mettent à la seconde main. Alors ça, c'est aussi un élément intéressant. On en parle ici régulièrement. Est-ce que c'est forcément un progrès pour vous? Comment vous abordez ça quand une grande marque de vêtements, de luxe ou pas de luxe d'ailleurs, crée son corner seconde main sur son site ou dans ses magasins? J'avoue être un peu sceptique parce Pourquoi? que sous couvert d'écologie, la plupart du temps, ce qui est proposé aux consommateurs, c'est de ramener des produits d'occasion en échange de bons d'achat pour du neuf. Voilà. Donc en fait, l'occasion, c'est une privatisation de plus, en fait, une marchandisation de plus. Toujours pareil pour faire un relais de croissance pour le neuf. Donc si on veut être dans de la sobriété, ce dont on parle de plus en plus avec le rapport du GIEC notamment, c'est pas de cette façon qu'il faut utiliser la seconde main. Également parce que la seconde main, pour un mouvement comme Emmaüs, ça veut dire aussi seconde chance. C'est pas juste un objet de consommation de plus, c'est ce qui va permettre à une personne très très éloignée de se raccrocher à notre société. Est-ce qu'on parle beaucoup de la loi AGEC en ce moment dans cette émission, parce qu'on se rend compte qu'il y a des filières
filière qui se crée, donc anti-gaspi économie circulaire, qui interdit désormais à beaucoup de secteurs de détruire les invendus. Est-ce que ça peut éventuellement vous redonner du souffle, ou est-ce que finalement on voit il y a plein d'entreprises qui se créent pour profiter de cette nouvelle donne réglementaire? Alors, il faut savoir qu'Emmaüs a beaucoup milité pour les lois AGEC. On a été très, très actifs, puisque tout ce qui peut limiter le gaspillage, effectivement, on est partie prenante. Avant ces lois, il n'y avait que 21% des invendus neufs, des fins de série des marques, qui étaient donnés aux associations. Donc, ils avaient de toute façon trouvé d'autres façons. Alors, il y avait de la destruction qui maintenant n'est plus possible, mais ils ont d'autres façons de faire. Il y a des rachats, de l'export, avec des discounters, etc. Donc déjà, j'espère que la fin de la destruction va plutôt être orientée vers l'associatif et non pas vers d'autres solutions. Ça, il n'y a rien dans la loi qui garantit que l'associatif va être privilégié. Et puis ensuite, est-ce que ça va permettre à notre société de production de se remettre un tout petit peu en question? C'est surtout ça. Il faut qu'on produise moins et pas juste qu'on trouve des débouchés pour utiliser ces invendus autrement. Alors, le label Emmaüs, évidemment, c'est un outil, on l'a bien compris, pour permettre à l'association de survivre. Vous dites on est en danger. C'est quoi les prochaines étapes dans votre issue? Je voyais l'idée de créer des petites plateformes logistiques. Enfin, j'imagine que vous devez bouillonner d'idées. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Oui, alors c'est un secteur, on a intérêt d'aller assez vite parce qu'en face, ils ont des moyens qui sont démesurés par rapport aux nôtres. Je pense que tout le monde a vu des levées de fonds dingues dans la seconde main, que ce soit Back Market, Celency dernièrement. Voilà, c'est des dizaines, des centaines de millions d'euros même. Donc, moi, ma dernière levée de fonds, c'était 150 000 euros. C'est aussi pour ça qu'on se mobilise avec les licornes pour cette levée de fonds. Donc, notre façon à nous de ne pas disparaître, ça va être effectivement de créer des entrepôts logistiques un petit peu partout en France. Et nos entrepôts, c'est tout sauf un entrepôt Amazon. Déjà, on fait du circuit court. Donc, en fait, on va chercher les déchets que crée un territoire à l'échelle d'une région, des entreprises. Ça peut être des fins de série, effectivement, ou des particuliers. Et on va les réemployer pour les vendre en ligne. Voilà. Et ça va alimenter le catalogue de label Emmaüs. Donc, c'est comme ça aussi qu'on veut grossir en termes de marketplace. Et puis après, l'école, on veut les s'aimer un peu partout. Et là, pour le coup, il n'y a aucun modèle économique. C'est vraiment un projet entièrement social. Merci. Enfin non, restez avec nous puisqu'on va parler de ces licornes avec deux os. De quoi s'agit-il? C'est le débat de Smart Impact. Bonjour Adrien Montagu, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Common et on va parler des licornes de cette campagne commune de levée de parts sociales avec Maudsara, Label Emmaüs et 7 autres coopératives d'intérêt collectif. Mais d'abord, je voudrais bien savoir ce qu'est Common. Vous l'avez créé en 2018, c'est ça? Tout à fait. Donc Common propose de limiter les coûts environnementaux et sociaux des produits électroniques. Parce que c'est vraiment un enjeu très fort aujourd'hui, le coût environnemental de ce secteur. Et donc pour ça, ce qu'on propose, c'est de la location avec service de produits plus éco-conçus. L'idée, c'est de se détacher du modèle de vente qui, selon nous, est responsable des mécanismes de surproduction et d'obsolescence, parce que quand une entreprise a un intérêt économique à vendre des produits sur un marché qui est saturé, on va faire en sorte de mettre en place la nouveauté chaque année, évidemment. Voilà, exactement. Et donc nous, pour se détacher de ça, ce qu'on propose, c'est de la location sans option d'achat, où le client n'est plus propriétaire d'un produit, mais bénéficiaire d'un service. On l'accompagne dans la durée pour allonger au maximum la durée de vie de son produit. Donc ça va être la prise en charge des pannes, l'assistance à l'usage, l'installation de systèmes d'exploitation alternatifs. Et donc on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, avec toute une gamme de produits éco-conçus, des Fairphone notamment. Ouais, mais c'est facile à trouver, tiens, d'ailleurs, des produits éco-conçus. On est très clairement sur une niche de produits. Ouais. On est toujours en veille pour voir si de nouveaux acteurs émergent sur le marché. Toutefois, là, on a une gamme qui est assez restreinte, mais parce qu'on a un cahier des charges qui est aussi assez strict dans notre coopérative pour sélectionner les produits. On s'assure qu'ils soient plus réparables, éventuellement plus éthiques, si possible
plus durable. Enfin, on a tout un ensemble de critères et nous, notre but, ça va être d'allonger au maximum la durée de vie de ces produits chez les utilisateurs. Et donc, vous êtes 9 licornes avec 2 O, je vais toutes les citer, Cities, Cop Circuit, Label Emmaüs, La Nef, Télécoupe, ou Télécop d'ailleurs, Common, Enercop, Mobicop et Railcop. Voilà, on les voit s'afficher. Maud Sarda, c'est quoi l'idée? Moi, ce que je remarque, c'est qu'on est dans des secteurs d'activité assez variés. C'était une volonté, j'imagine, de toucher comme ça plein de secteurs d'activité? Oui, tout à fait. En fait, tous ensemble, on est tous autant de solutions de consommation à échelle nationale aussi. C'est ça qu'on veut incarner. Alors évidemment, on est encore des petits Goliaths des petits David plutôt face à des énormes Goliaths. Oui. Le lapsus, un jour, on sera des grands Goliaths. et c'est ça que ça veut dire aussi. On est petit, mais on est porteur d'espoir. On est porteur d'une autre façon de consommer, et d'une autre façon de faire entreprise aussi, de faire économie, avec une économie qui peut être au service déjà du partage de pouvoir, de richesse. Basée là-dessus, c'est possible. On peut faire de l'économie comme ça. On peut avoir des fondateurs, des fondatrices qui créent des entreprises avec cette philosophie-là et placer surtout ces entreprises au service d'un bien commun. Puisque c'est ça, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, on se place au service d'un bien commun, que ce soit un bien environnemental, un bien social, voire les deux, si possible. Ouais. Il y a évidemment un clin d'œil aux licornes de la Startup Nation. C'est un autre modèle que vous proposez. C'est ça, on s'inscrit un petit peu en défaut de ce modèle-là et le clin d'œil est très clairement assumé, puisque aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la raison d'être, quelque part, de ces startups capitalistes standards, c'est, in fine, de faire de la rémunération des actionnaires. Et très souvent, ce qu'on observe, c'est que la responsabilité de ces entreprises s'arrête là où commence à diminuer la rémunération des actionnaires. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la mésaventure de Danone, entreprise à mission, où, voyant les enjeux RSE qui commencent à devenir un peu trop émergents, hop, on provoque l'éviction du PDG. Donc nous, on s'inscrit totalement en défaut de ce modèle-là qui, selon nous, est responsable du cul-de-sac dans lequel on se trouve d'un point de vue environnemental, d'un point de vue injustice sociale. C'est vraiment, en fait, c'est un non-sens pour nous, ce modèle-là, qui vise uniquement à favoriser l'enrichissement d'une minorité de personnes riches. On est vraiment pour une redistribution plus équitable des richesses, tout en préservant l'exploitation des ressources, parce qu'on est dans un environnement fini et il faut en prendre conscience. Et donc pour ça, on ne peut plus survaloriser à outrance des matières premières sur des marchés financiers. C'est plus possible, en fait. Donc il faut vraiment s'inscrire en défaut de ce modèle-là, en portant un récit axé sur la coopération. C'est ça aussi peut-être ce qui peut nous différencier des licornes qui incarnent un petit peu le modèle de la compétition et de l'art des marchés d'émerger sur un marché ultra compétitif. Nous, ce qu'on porte avec les licornes, c'est vraiment une dynamique collective, montrer qu'à 9, on peut s'entraider pour émerger sur des secteurs différents et c'est aussi ça, c'est l'entraide qu'on essaye de mettre en avant dans un monde où c'est la compétition qui prédomine aujourd'hui. Et donc, vous l'avez évoqué, mais très rapidement tout à l'heure, vous lancez une levée de parts sociales avec les licornes. La campagne, elle dure jusqu'au 30 juin. Comment ça marche? C'est quoi l'objectif, Maud Sarda? Alors tout simplement, on va sur le site des licornes. On peut y voir le projet de chaque licorne et notre projet commun à tous. En ligne, on peut prendre, pour l'instant, on va donner une intention d'investissement qui va se transformer en investissement sonnant et trébuchant, on l'espère. Donc c'est une campagne de pré-collecte jusqu'à fin mai. Et puis le mois de juin sera consacré à de la collecte effective. L'objectif, c'est de réunir au moins 6000 nouveaux sociétaires. Il faut savoir que quand même, nos 9 coopératives réunissent déjà plus de 70 000 personnes partout en France. Donc là, on veut avoir au moins 6 000 personnes de plus qui nous rejoignent. Donc une part sociale. Moi, j'ai une part sociale de Label Emmaüs. D'ailleurs, on a chacun des parts sociales de Common et de Label Emmaüs. C'est ça aussi la collaboration. Et si un citoyen souhaite nous rejoindre, il va compter comme nous, en fait. Oui, c'est le principe de la coopérative.
Il y aura une personne, égale une voix. Égale une voix, égale un vote. Avec un objectif de... Moi, alors j'ai lu 2,5 millions d'euros. C'est votre objectif qui va se dispatcher entre les différentes licornes, c'est ça l'idée? Oui, en fait, c'est les gens finalement qui vont choisir aussi. Oui, ils choisissent l'entreprise. Ils choisissent leur licorne en fait. Okay. Ils prennent leur part avec au singulier comme au pluriel, ça serait encore mieux. Pourquoi choisir si on peut, si on a le pouvoir d'achat pour, tant qu'à faire, autant investir dans toutes les licornes. C'est notre objectif évidemment. Et à terme, on aimerait pouvoir créer aussi une structure qui nous permette de lever des fonds pour l'ensemble des licornes. Là aujourd'hui, on n'est pas encore structuré comme ça, mais c'est l'objectif demain. Pourquoi c'est essentiel à votre développement? On l'a un peu compris, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, on voit que des entreprises arrivent à lever des milliards sans avoir forcément une finalité sociale et environnementale véritablement en phase avec les enjeux auxquels on est confronté. On a par ailleurs Même s'il y a quand même un mouvement de finance solidaire qui n'est pas neutre. Il ne faut pas le surestimer, il existe. Voilà, c'est ça. Mais par ailleurs, on a aussi une volonté de réappropriation des citoyens et des citoyennes sur l'économie en fait. Et nous, c'est vraiment ces deux aspects-là qu'on propose, c'est donner le pouvoir aux personnes de prendre part à la façon dont est conçue l'économie. Et donc, c'est démocratiser en fait ce pouvoir-là d'entreprendre au travers de nos coopératives. Et après, effectivement, il y a l'aspect financier qui a été évoqué. Lever des fonds en tant que coopérative aujourd'hui, dans le modèle qu'on connaît, c'est pas forcément évident. Et ça vous place en situation, vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission, pardon de vous interrompre, mais ça vous place en situation de concurrence forcément très compliquée, c'est ça? Ben oui, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes niveaux de levier de communication quand on est capable de lever évidemment avec nos moyens ou avec des moyens. Surtout qu'on se place quand même dans des champs de consommation particulièrement concurrentiels. Quand on est RELCOP on a quand même la SNCF. Quand on est NERCOP, vous voyez bien en termes d'énergie, face à quoi on va Moi, label Emmaüs, je suis face à Amazon notamment, pour ne prendre que l'exemple le plus emblématique. On a ça comme concurrence et en même temps, on n'a pas accès aux finances classiques, y compris de la finance solidaire. Et ça aussi, il faut le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une coopérative, il n'y a personne institutionnellement, en tout cas, de fonds d'investissement même solidaires qui viennent au capital, en fait. Parce qu'eux, ils n'investissent que sur de l'action. Et donc, le fait d'avoir des parts sociales nous limite complètement. C'est pour ça aussi qu'on se tourne vers le citoyen, parce que c'est la seule forme aujourd'hui d'investissement possible. Ça veut dire qu'il y aura d'autres levées de fonds? Vous avez déjà cet objectif en tête? L'objectif, c'est de pérenniser ce genre de levée collective. Celle-ci, c'est la première de son espèce, et on espère que ça soit une victoire pour aller vers d'autres levées plus structuré comme Maud l'a expliqué. Et donc on appelle les gens à se mobiliser autour de nos structures pour voir émerger justement ce nouveau modèle de structure de société coopérative d'intérêt collectif qui est pour nous l'avenir de ce que devrait être l'entreprise demain. En fait. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a quoi, à peu près un millier d'entreprises qui ont ce statut. Adrien Montagut, l'objectif c'est aussi de dupliquer le modèle en fait, en quelque sorte, c'est ça? Oui, on n'est pas les seuls SIC en France. Il y a plein de SIC locales qui œuvrent sur les territoires et qui sont importantes aussi à mettre en lumière. Simplement, on essaye à nous neuf de promouvoir ce statut par l'intermédiaire de cette campagne notamment, parce qu'on pense qu'il fait vraiment sens pour répondre aux enjeux de société. Et on va terminer là-dessus, ça veut dire que d'autres licornes avec 2 O pourraient rejoindre le mouvement et participer à de futures levées de fonds. On l'espère. On espère vraiment être en train de créer un outil qui bénéficiera à toutes les SIC en France. Bon, on rappelle le site sur lequel on peut aller participer à cette levée de parts sociales. C'est Licorne, tout simplement. C'est le site des licornes, voilà, LIC2ORNES. .fr .co. Voilà. .cop. Ah ben voilà, c'est ça qui me manquait. J'ai confondu avec la belle Emmaüs. C'est licorne avec 2 O.cop. Oui. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Bon vent à vos licornes. On passe à Smart Ideas tout de suite. La bonne idée du jour, elle est signée Urbine. Bonjour Julien Amilius, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Urbine, créé en 2018 avec Arthur Davritz. C'était quoi le déclic, l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'était comment avoir un impact à l'échelle
sur la partie environnementale. Et donc, on regardait comment on pouvait accompagner les entreprises sur soit l'énergie, l'eau. Et en fait, on a trouvé les déchets qui étaient un peu le parent pauvre de l'environnement dans les entreprises. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour faire en sorte que les entreprises gèrent mieux leurs déchets. Alors, comment ça marche? C'est quoi, Urbine? Alors, c'est très simple. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises vers l'économie circulaire. Et donc, on a 2 piliers, 2 services pour ça. On a un premier service de sourcing, où on va les aider à identifier pour chacun de leurs déchets et chacun de leurs établissements partout en France les meilleures solutions de valorisation. Donc, ça va être du recyclage et bientôt du réemploi. Mais l'idée, voilà, c'est de trouver pour chacun des typologies de déchets, biodéchets, carton, plastique, la meilleure solution de valorisation du territoire. Ouais. Et deuxième service qu'on a, c'est un logiciel de pilotage de la production de déchets en ligne, accessible en ligne, qui permet aux entreprises de savoir qu'est-ce qu'elles produisent comme déchets, où est-ce que ça va et avec quel prestataire de collecte et de valorisation derrière. Ouais, d'accord, donc ça démarre par un autodiagnostic en quelque sorte, c'est ça? Ouais. On commence souvent par, on dit scanner les gisements de déchets, donc on va aller voir dans l'activité de l'entreprise quels déchets elle produit et comprendre un peu les volumes, comprendre l'existant, comment ils valorisent aujourd'hui leurs déchets, et pour se dire, là il y a un gisement qui pourrait être valorisé, qui n'est pas encore valorisé, et mettre en place ensuite les filières de valorisation. Ouais, chaque déchet devient une opportunité en quelque sorte. C'est un peu la tagline qu'on a. C'est le slogan. Mais alors, si on rentre dans le détail, qui sont vos clients et peut-être donner un exemple de, je sais pas, de source de déchets un peu insoupçonnés qui devient justement voilà, le point de départ d'une économie circulaire pour une entreprise. Tout à fait. Alors nos clients, c'est plutôt des grandes entreprises multisites qui vont avoir une certaine complexité de gestion sur leurs déchets parce que quand on a plusieurs centaines de sites partout en France, et encore une fois, pour chaque site, il faut trouver une solution. Et pour chaque déchet aussi. Donc voilà, c'est plutôt des clients, plutôt dans le tertiaire, dans le BTP aussi, qui sont multi-sites ou multi-chantiers. Et donc c'est à ces clients-là qu'on apporte le plus de valeur, parce qu'ils ont cette complexité de gestion. Qu'est-ce qui découvre? Est-ce qu'il y a des déchets qui étaient incinérés auparavant et qui là prennent de la valeur? Oui, alors quand on remonte la pyramide des traitements, donc le pire c'est l'enfouissement, puisqu'on abandonne le déchet dans des centres d'enfouissement, et il y en a encore en France, et dans les flux d'entreprise, il y en a encore. Donc là, le but du jeu, ça va être de pointer du doigt ces gisements qui sont enfouis, où est-ce qu'ils sont, sur quel site, avec quel prestataire, essayer de trouver une alternative. Ensuite, il y a l'incinération avec récupération d'énergie, qui est moins pire que l'enfouissement, mais qui est moins bonne que le recyclage. Que le réemploi, oui, bien sûr. Après, il y a le recyclage. Et donc ça, le recyclage, typiquement, il y a encore des flux qui sont bien recyclés, mais qui parfois, dans certaines entreprises, ne sont pas identifiés. Le carton, le plastique, où on va le sortir de la poubelle où tout est mélangé et créer la filière de recyclage. Et puis après, il y a des filières très techniques qui n'ont pas encore de logistique déchets en France, donc certains plastiques souples, certains plastiques durs, les glacines aussi, qui sont des... C'est quoi les glacines? Les glacines, alors c'est par exemple sur les bouteilles de vin, quand vous collez l'étiquette sur la bouteille, c'est le support qui est sur lequel était collé l'étiquette avant. Okay. Donc ça dépend aussi de l'industriel qui peut recycler et de la logistique qu'on peut mettre en place ou pas. Donc vous avez un peu répondu à la question, mais il y a des filières qui sont plus avancées que d'autres, quoi. Lesquelles? Bien sûr, ce qu'on appelle les 5 flux, par exemple dans le tertiaire, donc ce qui va être le carton, le papier, c'est quand même bien recyclé en France. Certains plastiques aussi. Les métaux, en plus, il y a une valeur associée au métal quand on fait collecter le métal pour le revendre. Surtout en ce moment avec les matières premières qui sont un peu qui ont tendance à augmenter, la matière recyclée est intéressante pour les entreprises. Donc voilà, ces 5 flux sont bien recyclés, bien identifiés. Et puis après, il y a certaines filières comme le biodéchet, tout ce qui est déchets alimentaires, qui commencent seulement à se structurer en France. Parce que la loi a changé, donc il faut leur redonner ou leur donner de la valeur. Vous êtes une entreprise à impact financée par Make Sense. C'est quoi? C'est une reconnaissance? C'est un accompagnement? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors nous, Make Sense, on a un partenariat qui date de l'origine d'Urbine, puisqu'on était d'abord incubé chez eux. D'accord. Et après, ils nous ont suivis dans le financement de l'entreprise. Et pour nous, c'est très important parce que le cœur d'Urbine et la jeunesse, c'est l'impact. C'est de dire comment on peut, encore une fois, là je parlais des déchets, comment on peut avoir un impact à grande échelle au lieu de trier chez soi. On va aider les entreprises à trier. Et donc un acteur comme Make Sense nous accompagne sur la mesure d'impact, sur comment être sûr que notre business model est aligné aussi avec l'impact qu'on peut avoir. Et donc c'est précieux autour de nous d'avoir ce genre d'acteurs. Merci Julien Milius, bon vent à Urbine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!